Aujourd'hui, Vintage Mécanique s'attaque à un symbole d'élégance et de raffinement automobile. Il s'agit d'une Triumph TR, mais pas n'importe laquelle. Un roadster des années 60 qui a bénéficié d'une motorisation inédite pour sa sortie afin de concurrencer les stars de la catégorie. La Triumph TR5. C'est une version à injection, 3000 exemplaires seulement. Celle-ci, du coup, c'est vraiment une version rare. François Alain s'est fixé comme objectif de reprendre la restauration de ce joyau de l'automobile resté en sommeil depuis plus de 10 ans. On tombe souvent sur des voitures qui ne sont pas en très bon état, qui ont été maquillées. Et là, attention, on n'a plus que ses yeux pour pleurer. Pour cela, il peut compter sur son pool d'experts, les cadors français de la restauration de véhicules de collection. De reprendre tout à zéro d'une restauration qui a été déjà entamée, je le fais pas. Le problème, c'est que cette voiture d'exception va se montrer capricieuse et causer pas mal de vertiges à notre expert. Il nous a dit qu'elle n'a pas roulé depuis un certain temps et à combien elle va le le certain temps. Problème d'allumage. Regarde l'état des vis, c'est mort. Émetteur-récepteur d'embrayage HS. Hop là, voilà, nickel. Circuit de refroidissement en carafe. Ouais, les Anglais, là-dessus, ils ont toujours aimé que ce soit bien serré de partout, là. T'as pas de place pour bosser. Train roulant et système de freinage a changé. Regarde comment c'est pourri. Et voilà. Capote à remplacer. Bon, on la balance? Allez hop. Il faudra beaucoup de patience, des nerfs d'acier et une gestion du stress à toute épreuve pour venir à bout de cette restauration. Si tu veux que je remonte tout, faut que tu m'amènes les pièces. C'est urgent. Pour souffler un peu, François partira dans l'Oise. Bon, allez cruiser, les gars. Tu me laisses le volant? Rendez-vous au départ d'une grande manifestation automobile pour tenter de débusquer un potentiel acheteur. Je préfère la vendre vraiment à un passionné. Ça. Là, j'ai ressemblé la crème de la crème pour toi. Hein. Ouais. Alors, François réussira-t-il son pari? Celui de restaurer et de revendre à un bon prix ce joyau de l'automobile britannique? Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Aujourd'hui, je m'attaque à un célèbre roadster anglais des 60s. Son design est dû à Giovanni Michelotti. Il est doté d'un 6 cylindres, injection. Il s'agit d'une Triumph TR, mais pas n'importe laquelle, la Triumph TR5. En 1967, alors que la Triumph TR4 a connu un grand succès, ses performances deviennent de plus en plus obsolètes face aux modèles concurrents, comme les Lancia Fulvia coupés ou la reine de la catégorie, l'Austin Hillet 3000. Pour reconquérir le marché, Triumph décide de développer un nouveau moteur 6 cylindres en ligne. C'est ainsi qu'est née la TR5. Ce modèle a connu 2 déclinaisons. La TR 250 pour le marché américain, qui avait des normes différentes, notamment en termes de pollution. C'est pourquoi la version américaine TR 250 était équipée de carburateurs, ce qui la rendait moins puissante. Il y a eu un peu plus de 8000 exemplaires pour cette version. La TR5 pour le marché européen a été fabriquée à moins de 3000 exemplaires. Elle aura été produite d'août 1967 à septembre 1968, seulement 13 mois de production pour ensuite laisser sa place à la TR6. Eh bien, une TR5, j'en ai trouvé une. Celle-ci, elle est de 1968. Petit roadster so british. Longueur 3,90 m, largeur 1,47 m, hauteur 1,12 m pour 1,30 tonne.
Proche de la TR4, la ligne reste sportive. Baguette chromée, calandre à 6 barrettes et une double sortie d'échappement font la différence. À l'intérieur, une sellerie simili-cuir avec des sièges baquets. Planche de bord avec plaquage en bois, dans lequel sont placés les cadrans d'instrumentation. Côté mécanique, on trouve un train à double triangulation, avec en suspension des ressorts avec amortisseur télescopique et une barre anti-roulis. À l'arrière, un essieu semi-tiré avec ressort de suspension et amortisseur à levier. Pour le freinage, des disques à l'avant et tambour à l'arrière. Moteur 6 cylindres en ligne de 2498 cm3, développant 152 chevaux, alimenté par une injection mécanique Lucas. Boîte de vitesse 4 rapports avec overdrive. 0 à 100 km/h en 9 secondes. Vitesse maximum 200 km/h. Ce roadster est une véritable merveille pour tous les amateurs de voitures anglaises. Reste à savoir comment et à quel prix François l'a déniché. C'est très simple. Un collectionneur a décidé de s'en séparer. Ça faisait 10 ans qu'il avait voulu débuter la restauration. Il a laissé tomber, comme malheureusement ça se passe souvent. Je lui ai acheté pour 34 000 €. Et mon but à moi, très clairement, c'est de finir la restauration et de la remettre sur la route. François est un privilégié. Il a entre les mains un joyau de l'automobile. Voyons si sa cote est à la portée de toutes les bourses. Au niveau de la cote, ce qu'il faut savoir sur la TR5, c'est qu'il y a eu en fait 2 versions principales. Pour le marché américain, c'était une version à carburateur. Environ 8000 exemplaires ont été produits. Pour le marché européen, c'était une version à injection, le début des injections de la marque Lucas. 3000 exemplaires seulement. Celle-ci, du coup, c'est vraiment une version rare. Il faut compter entre 30 et 45 000 € pour la version américaine et entre 40 et 60 000 € pour la version européenne. Notre expert sent les bons coups et cette Triumph TR5 en est un parfait exemple. Si vous aussi vous voulez vous lancer dans l'achat de cette British, voici quelques points importants à bien vérifier. Attention, celles qui reviennent des États-Unis, il y a de tout. On peut parfois tomber sur un bon numéro, mais on tombe souvent sur des voitures qui ne sont pas en très bon état, qui ont été maquillées, restaurées à l'américaine. Et là, attention, parce qu'une fois qu'elle est là, on n'a plus que ses yeux pour pleurer. Ensuite, pour les pièces détachées, le gros avantage de toute cette série de voitures, c'est que tout existe. Tout est disponible. Et ça, quand on restaure une voiture de collection, c'est un privilège extraordinaire. D'autres détails très importants, comme ce sont des roadsters, des cabriolets, évidemment, dès que la capote n'est pas étanche, qu'elle est percée, on se retrouve avec de l'humidité qui pénètre dans l'habitacle, éventuellement carrément de l'eau, et on se retrouve avec des planchers, voire des structures qui se font bouffer par la corrosion, et là, ça peut vite être la cata. Après tous ces précieux conseils, il est temps d'entrer dans le vif du sujet et de passer au crible l'état de santé de la TR5 avec la carrosserie. Là, on a plutôt de la chance parce que la voiture, globalement, est en bon état. Il n'y a pas de corrosion perforante, l'accastillage est plutôt présent et en bon état. Donc, j'ai pas d'inquiétude, il n'y aura pas besoin de repeindre la voiture, un bon nettoyage, un bon lustrage, et elle aura une patine comme on les aime. Le seul souci, évidemment, comme tous les cabriolets, c'est la capote. Celle-ci est hors d'âge, elle n'est plus étanche. On va la changer pour une bonne capote en toile. Si la carrosserie de la TR5 ne va pas être gourmande niveau budget, espérons que ce soit la même pour l'habitacle. Globalement, elle est en bon état. L'intérieur est complet, le tableau de bord avec sa petite boiserie est en bon état. Un bon gros nettoyage, évidemment, s'impose. La sellerie est récupérable, un peu d'huile de coude, on devrait y arriver. Avec son habitacle, la TR5 est loin de provoquer une flopée d'insomnie à notre expert. Le seul élément qu'il redoute et qui peut tout faire basculer, c'est la mécanique. Cette voiture a commencé à être restaurée et ensuite elle est restée immobilisée pendant une dizaine d'années. Il y a évidemment à faire toutes les choses habituelles pour la remise en route d'un véhicule qui n'a pas fonctionné pendant longtemps. Les trains avant étaient ancestraux chez Triumph. Ils ont reporté pendant des années et des années une base qu'ils ont fait évoluer. Sauf qu'en introduisant un 6 cylindres plus puissant et avec un couple plus important qu'un 4 cylindres, le train avant était un peu faiblard. Mais un bon réglage des trains arrière et surtout du train avant sont absolument fondamentaux. Le moteur tourne, ça c'est une bonne chose, mais comme l'émetteur et le récepteur ont été démontés, on ne peut pas faire rouler la voiture. Et donc on ne peut pas vérifier la boîte de vitesse. C'est une boîte de vitesse à 4 rapports, plus overdrive. Il va falloir trouver quelqu'un qui sait s'occuper et qui sait régler les premières injections Lucas. Et ça,
on peut pas confier ça à n'importe qui. Le Diag se termine donc par un gros focus mécanique qui permet à coup sûr son lot de bonnes et de mauvaises surprises. Me dire que cette voiture est restée pendant 10 ans sans bouger, vraiment ça me fait mal au cœur. Le seul souci, c'est de trouver le bon restaurateur et roule. Il est temps maintenant pour François d'accueillir ses restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour la Triumph TR5. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera la meilleure offre remportera le marché. D'abord, il y a Nicolas et Alex. Grâce à leur connaissance encyclopédique, aucune voiture ne leur résiste. Et fort de son expérience de coach sur Top Mécanique, Nicolas est prêt à relever tous les défis, quel que soit l'état de la voiture à restaurer. Eric et son frère Lionel, c'est 36 ans d'expérience au compteur. Que ce soit Aston, Ferrari ou Jaguar, ils savent tout faire. Leur spécialité, restaurer des véhicules de compétition de légende. Manuel, pur produit de la old school mécanique, ce passionné de youngtimer est toujours en quête d'authenticité et du travail bien fait. Laurent, c'est THE spécialiste de la restauration de voitures anglaises. Il a la minutie du passionné et la précision de l'expert. Et enfin Vincent, c'est le portrait type du restaurateur New Generation. Choyer, entretenir et rénover sont les maîtres mots pour ce mordu de caisses anciennes. Vincent est bien connu des amateurs de l'émission à succès Top Mécanique, à laquelle il a participé. Good morning, sir. C'est bonjour. Bon, nous avons un petit nouveau, Laurent. Et ça tombe bien, puisque Laurent est en Normandie. Assez près de l'Angleterre. J'allais le dire. Moi, je vois bien le manège de François de nous présenter régulièrement de nouveaux restaurateurs pour pouvoir attirer effectivement les prix un peu vers le bas. Je suis conquérant. J'espère que le conteneur va contenir une voiture sympa et que je vais pouvoir faire une offre qui permette de remporter le marché. À peine le container lancé que la nouvelle recrue de François sort déjà les crocs. Ça promet un bon duel au sommet. On va pas tourner autour du pot. Aujourd'hui, nous faisons une voiture britannique. Une voiture britannique qui est née une excellente année, d'ailleurs, il faut le dire, 1967. Il s'est passé des choses musicalement intéressantes entre les Beach Boys aux États-Unis, les Beatles en Angleterre. Bref, c'est une très bonne année. Cette version qui est dans le container, en fait, est une nouvelle version d'une voiture qui existait déjà avant et qui avait été dessinée comme c'était la grande mode à cette époque-là par Michelotti. Là déjà, je pense que vous avez... Ouais, il n'y en a pas 25. D'accord, il n'y en a pas 25, on est d'accord. C'est pas une piste, il nous donne la solution, c'est facile. 1967 et Michelotti, en Angleterre, il n'y a pas grand choix possible. Vous avez donc compris, dans le container, une Triumph TR 5. Hop là. Ouais, Joli. bravo. Jolie couleur en plus. Ouais. Magnifique. Franchement, chapeau. Je suis resté, faut dire le mot bouche bée. Alors je suis face à deux choses de 1967. Donc il y a un personnage en face de moi qu'on connaît bien et il y a la voiture. Lequel est le plus beau? Je crois que j'ai un penchant sur la TR5 quand même. Désolé François, mais elle est plus belle que toi. Avec cette Triumph TR5, François a tapé dans l'œil de tous ses restaurateurs. C'est quasiment toujours le cas pour un véhicule rare. Moins de 3000 véhicules produits pour cette TR5. Estimation 55 000 € pour un très bel exemplaire. L'auditoire ne peut que tendre l'oreille. C'est le moment idéal pour la présentation du projet. C'est une voiture qui n'a pas roulé depuis pas mal d'années. Le propriétaire avait voulu commencer la restauration, le coup classique. Et puis, il s'est désespéré, il a mis tout dans un coin. Mais voilà, donc en fait, il faut la remettre en route, la redémarrer. Comme c'est une voiture qui n'a pas roulé depuis très longtemps, c'est les trucs habituels. Il faut tout vérifier au niveau motorisation, fluide, sécurité. C'est-à-dire que, évidemment, il faudra faire les freins, il faudra faire forcément les pneus. La carrosserie, on va se contenter de l'état dans lequel elle est, bien la nettoyer, la lustrer. Un joli petit rafraîchissement de l'intérieur, on en profite pour tout nettoyer, tout vérifier, etc. La capote est pas très belle, elle est fatiguée, elle mériterait une jolie petite capote, ça c'est clair. L'accastillage extérieur est complet. Pour l'intérieur et la partie moteur, j'ai deux gros cartons de pièces détachées. Le moteur fonctionne, il démarre. Là, en l'occurrence, les émetteurs et récepteurs ayant été démontés, on ne peut pas rouler avec la voiture. Mais en tout cas, le moteur fonctionne. Avec ce moteur qui n'a plus chanté depuis quelques temps, certains restaurateurs commencent à grincer des dents. Et le Diag mécanique est loin d'être terminé.
Alors, comme vous le savez, l'intérêt, mais aussi l'inconvénient de la TR5, c'est que c'est une voiture qui changeait de numéro dans la catégorie TR parce qu'elle innovait avec l'injection. L'injection. Alors l'injection, Bien, on évidemment, l'arrivée de l'injection à cette époque-là, c'était la grande mode chez tous les constructeurs. Mais chez certains constructeurs, ça marchait mieux que chez d'autres. Son système d'injection, son système d'alimentation, il est terrible. Il se dégrade tout seul, trempe dans l'essence, les joints se décomposent. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais t'es parti pour des heures et des heures de galère. Là, on est un peu deux poids, deux mesures. On redémarre, on remonte tout, ça se passe bien. On redémarre, on remonte tout, et il y a tout qui est lâche. Les avantages, c'est que sur ce type de voiture, il y a quand même beaucoup de pièces qui sont aujourd'hui disponibles en neuf. Ensuite, c'est une question de temps et d'argent, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude, contrairement à d'autres types de voitures de collection, où il n'y a rien. Ouais. Là, on sait qu'on est tranquille, il y a tout. Après avoir rassuré ses camarades sur les pièces, notre gentleman de la restauration automobile les invite à venir découvrir de plus près la belle anglaise avec Nico et Alex qui ouvrent la marche. Alors déjà au niveau train avant, Et un truc qui cloche. un truc qu'il faut faire là. Hein. Non, c'est une très jolie voiture. Après le Diag, effectivement, comme tu le dis si bien, toute la partie alimentation en carburant du moteur, c'est vraiment le sujet de cette voiture. L'œil expert de Nicolas a relevé quelque chose qui m'inquiéterait beaucoup plus que l'injection. Ouais. C'est le train avant. Parce qu'il n'est pas symétrique du tout. Si jamais il y a un problème sur les attaches de triangle sur ces voitures-là, il va falloir sortir le moteur pour intervenir et refaire les soudures qui conviennent. Tu sais que les garagistes, moi, tu me ramènes ça, je prends pas. De reprendre tout à zéro d'une restauration qui a été déjà entamée, je le fais pas. Mais cette fois-ci, ça, je sais pas, je suis accroché. Reprendre des voitures entamées, tu sais que c'est pas mon truc. Hein. Sauf que là-dessus, c'est tellement facile, tout existe, on s'en fout s'il manque un truc, c'est jouable. Mais il faut que tu tiennes compte du châssis, de l'injection. D'ailleurs, à ce propos, tu nous as dit qu'elle a pas roulé depuis un certain temps, et à combien évalue-tu le certain temps? Je pense que ça fait en gros une dizaine d'années qu'elle roulait peu ou plus. Bon, au niveau du châssis, effectivement, ça va pas être une mince affaire. Il y a quoi d'autre dans la voiture à part le radiateur qui est démonté là? Parce que je vois, il y a le cache-culbu qui est là. Les enjoliveurs. Tu réserves d'autres surprises ou pas comme ça? Écoute, il n'y a pas de grosses mauvaises surprises. Malgré quelques pétouilles par-ci par-là, la TR5 a globalement mis l'eau à la bouche de nos experts. C'est le moment idéal pour attaquer les enchères. 20 000. Il est chaud Manu, il est chaud, il est chaud. 1000. Bah c'est l'inconnu hein. Ouais, et 19. 19. C'est une jolie caisse. Vince. Je vais me parler tout de suite pour avoir le temps de parler, je vais te dire 18 500, histoire de dire que... C'est moi, Vince, non? Non, mais attends, quand tu vas parler après et qu'après je descendrai plus. Donc je te dis 18 500. Comme ça j'annonce 18. Voilà. Voilà. Bien. Laurent, est-ce que ça t'intéresse? 17 500 avec un aléa énorme. Allez, 17. Manu, ça y est, Ah, vraiment Manu l'a direct. mollo quand même. 16, mais... 16, voilà, très bien. Monsieur Eric, 16. Pas mieux. Pas mieux. Moi non plus. Donc vous n'êtes plus que 3 en lice, les gars. 15 500. 15 500. Non, j'ai peur. T'as peur? Fait assez rare pour être souligné, les prix fusent de toutes parts, pour le plus grand plaisir de François. Alors qu'il va sortir grand gagnant de cette foire d'empoigne, Je veux proposer un dernier prix. Allez, un dernier prix. 15 000 €. Alex et Nico, est-ce que vous vous alignez? On est un peu joueur. 14 500. 14 500. 14. Je prends le dernier. 14. Ouais, 14. Putain, t'as vu comme il a sauté là-dessus d'un seul 14. coup là? Ça te tient à cœur, On Manu. est à 14. J'y tiens. Vince, Non. Alex et Nico. Bah bravo Manu. Ah yes! Bravo! Bravo Manu! c'est donc Manu qui remporte son premier chantier pour 14 000 €. Ajouté aux 34 000 € déboursés par François, la facture s'élève donc à 48 000 €. S'il parvient à revendre la Triumph pour 55 000 €, il dégagera un joli bénéfice de 7 000 € pour une prochaine restauration. Premier jour de travaux. Il règne un silence de cathédrale dans le garage de Manu. Si ce silence est d'or, c'est parce qu'il passe au crible la petite anglaise qu'il a raflée au container. Son Diag va vite être interrompu par une livraison surprise. On a reçu un drôle de colis. C'est quoi ça? Je sais pas. Tiens. Un vinyle. Oh.
Qu'est-ce qu'il y a? Bah c'est François. Salut Manu, désolé de ne pas être présent aujourd'hui, j'ai un gros rendez-vous, je ne peux pas rater. Voici un petit cadeau pour me faire pardonner. Voilà, on va s'y faire. Donc, comme d'habitude, devant le conteneur, bah, il nous promet d'être là dès le début, le premier jour. Et cette fois-ci, je vais me débrouiller tout seul. Alors celle-là, on ne l'a jamais fait. François m'envoie un vinyle pour m'endormir. Et je comptais sur lui en plus pour qu'il vienne, et franchement, je suis déçu. Je te remercie quand même pour le cadeau. Moi, ce que je voulais, c'est toi venir m'aider. Hein? J'ai bien reçu les pièces. La plupart, c'est des pièces neuves, mais j'ai des petites choses à te montrer quand même. Vu l'humeur de Manu, il y en a un pour qui les oreilles vont bien siffler. Manque pas quelque chose par ici, là, hein, ici, là. Masterback, maître cylindre. Donc on peut pas rouler avec la voiture. Ah, autre chose, regarde. Oh, il manque quelque chose là, mon petit François. Hein, thermostat, pas de durite, pas de radiateur. Dis donc, on a du boulot, mon petit François. Bon, ça y est, on peut désormais dire que Manu est baptisé. Il vient de faire connaissance avec les fameuses pétouilles de François. Espérons pour lui que ces pétouilles ne se transforment pas en cauchemar. On va voir si le moteur il est dans un état correct. Donc on va essayer de le faire tourner. On va essayer de prendre les compressions. Et ensuite, si les compressions sont bonnes, on va essayer de le faire démarrer. La compression, c'est la capacité de comprimer de l'air dans chacune des chambres de combustion. Plus la compression de l'air est optimale, plus les performances moteurs seront bonnes. Si la compression n'est pas bonne, c'est qu'il y a des fuites d'air à l'intérieur du moteur. Du coup, le fonctionnement ne sera pas optimal. Ce test permet d'avoir confirmation de la bonne compression de chaque cylindre et d'éventuellement détecter un souci, comme un piston ou des soupapes qui commenceraient à fatiguer. Pour vérifier la bonne compression, Manu sort le compressiomètre et va prévenir François des préconisations du constructeur. Pour info, les valeurs minimum d'un cylindre, c'est 9,5. Au-dessus, c'est le top. En dessous, c'est pas le top. Je vais demander à Philippe de te donner un coup de clé pour prendre les compressions. J'espère pour toi qu'on n'a pas de problème avec le moteur. Pour cette opération, Manu relie une batterie pleine au démarreur et insère le compressiomètre dans chaque puits de bougie. C'est parti pour le test du premier cylindre. Vas-y. Stop. Il y a 11,5. On en a 6 à faire comme ça. Avec cette valeur, la compression du premier cylindre est optimale. Reste à tester les 5 autres cylindres. Et bonne nouvelle, tous les voyants sont au vert. Rien de tel pour commencer la journée sur le bon pied. Bon bah, c'est bon. Ton moteur est en bonne santé. T'as pas de soucis au niveau soupape, étanchéité soupape et segmentation. Si Manu a rassuré François sur l'état de santé du cœur mécanique de l'Anglaise, il compte bien le mitrailler d'un énième message, histoire de bien lui faire payer son absence. Bon mon François, je me permets de te re-appeler parce que tu n'es pas là. Donc on attaque l'allumage. Ça commence de la batterie, une petite tension de 12 volts, qui va être distribuée à la bobine, par la bobine qui va être amplifiée, transformer une grande tension qui varie entre 6000 jusqu'à 25 000 volts. Et de là, cette tension qui va être réattribuée par la tête Velcro va à la bougie. Et de là, on a l'étincelle dans les cylindres. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à regarder et à contrôler. Pour assurer le contrôle, Manu ouvre la tête d'allumeur et pose un regard aiguisé en 2-2. Regarde l'état des vis. Ah, il est à cause, il est charbonné. Regarde, c'est mort. Mauvais contact, pas d'allumage, pas de démarrage. Bon, bah, on va remplacer tout ça, et les bougies aussi avec, et on va essayer de démarrer. Voilà. Les vis platinées que change Manu permettent un déclenchement optimal de l'étincelle aux bougies pour une meilleure explosion à l'intérieur du moteur. Vient ensuite le changement des vieilles bougies par des neuves. Et enfin, remise en place de la tête d'allumage. Bon, bah, j'ai remplacé les vis platinées, le condensateur, les bougies. On va essayer de le faire tourner, mais on va pas le laisser longtemps tourner parce qu'il n'y a pas de
circuit de refroidissement. On va éviter de le faire chauffer, hein, sinon casse-moteur. Ça y est, c'est le moment tant attendu pour chaque restaurateur. Manu brûle d'impatience de tourner la clé pour savoir si ce chantier, c'est stop ou encore. Allez, on y va. Bon, visiblement le moteur a un peu de mal à s'enflammer. Allez Manu, essaye de pousser un peu. Yes! Voilà mon petit François. Oh, elle démarre. Ah, elle est belle la petite mélodie du 6 cylindres. Ah, elle est belle. Ouais! Ah là là. Oh! Ah, il y a des chevaux là-dedans. Le son tonitruant claironne dans tout l'atelier. Manu retrouve des couleurs et de la voix. Première étape. Démarrage, injection, nickel. On va passer à la deuxième étape. Prochaine étape pour notre expert, passer au peigne fin le dessous de la petite anglaise. Oh là, regarde. Caoutchouc de la rotule de direction. Oh là là. Oh là là. Les rotules. Oh là là. Il va falloir tout remplacer, même les cylindres blocs, même les disques et plaquettes. Oh là 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 là. Bon, bah, il y a un petit briefing à faire à monsieur François. Il y a quand même pas mal de boulot à faire. Après cette investigation poussée, Manu décide de terminer sa journée avec un ultime message qui risque d'être bien gratiné. Bon, mon François, c'est encore moi. Ah, tu vas m'aimer, tu vas m'aimer, tu vas voir. Bon, bah, j'ai fait le tour un peu, là. Rotule de direction, caoutchouc, hein, cylindre bloc, il y a du boulot. Et il y a pas mal de démontage de pièces pour envoyer en époxy. J'espère que tu seras là la prochaine fois. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'absence de François aura fait grand bruit. Vivement qu'il revienne aux affaires pour retrouver son nouveau restaurateur. Deuxième jour de travaux. François débarque enfin à bord d'un splendide taxi 100% Frenchy, une Renault 10. Et vu ce qu'il a dans les mains, il a dû bien visionner la masse de messages envoyés par Manu. Comme j'étais pas là la fois d'avant, je vais mettre les bouchées doubles, j'ai amené mon bleu de travail. Et pour rester dans le bleu, qui est la même couleur que la voiture, je t'ai amené le célèbre album Double Bleu des Beatles, puisqu'il couvre la période 67-70. 67, c'est l'année de notre voiture. Tout à fait. Grande année. Belle année. C'est aussi l'année de ma naissance. C'est génial, mais bon, déjà, le premier jour, t'es pas venu. Ah oui, je sais bien. On va se mettre un peu au travail. François arrive encore avec un cadeau, un vinyle. En fait, c'est pour s'excuser encore de la journée qui est pas venue. Et en plus, je lui ai pas dit, je l'ai. Je le vois avec courage et tout. Je lui ai dit, bon bah là, cette fois-ci, on va se mettre dedans. Je me suis aperçu qu'en fait, dans le lot de pièces qui sont venues avec le véhicule, il y avait l'émetteur, le récepteur qui est dessus, mais il va falloir le remplacer. Ouais, je vais me mettre en bleu. Allez, à tout de suite, j'arrive. Après avoir enfilé son habit de lumière, François rejoint son mentor pour attaquer le premier focus du jour, changement d'émetteur et récepteur d'embrayage. Alors, comme on va remplacer l'émetteur et le récepteur, on va détailler un peu le rôle et le fonctionnement du émetteur et récepteur, et aussi le principe de l'embrayage. D'accord. Est-ce que tu connais un peu le mécanisme de l'embrayage? Le système hydraulique permet une progressivité, une souplesse et un confort que tu as quand même moins sur un câble. Et une conduite plus agréable. Ouais. Quand on exerçait une pression, parfois c'était pas facile d'embrayer, surtout sur des véhicules qui avaient des couples et des moteurs puissants. Si pour François l'explication de Manu est claire, reste plus qu'à découvrir les différents éléments du système d'embrayage. Comme tu vois, là, on a une pédale. C'est embrayer et débrayer. Tout à fait. Et là, on a le circuit et l'émetteur récepteur. D'accord. Ok. Quand on va débrayer, qu'est-ce qui se passe? On va exercer une pression dans le cylindre. Il va envoyer une pression dans le circuit que le récepteur, comme dit son nom, va recevoir. Il va pousser sur une tige la fourchette d'embrayage. Et qu'est-ce qu'il y a au bout de la fourchette? La petite butée. Et il faut savoir une chose, c'est que l'embrayage, il est là. C'est lui qui transmet le couple moteur à la boîte de vitesse. Mais il faut savoir qu'il y a quelque chose qui lie les deux. C'est l'arc primaire de la boîte de vitesse. Voilà, ça c'est l'axe principal, c'est le cœur de l'action.
On l'aura bien compris, dans le garage de Manu, c'est comme dans une école de mécano. Avant de passer à l'action, faut bien comprendre le sujet. N'est-ce pas, François? On prend la butée et la fourchette. Eh oui. La butée qui coulisse dans l'art primaire. Donc de là, l'art primaire va rentrer dans le disque. Voilà. La fourchette Va pousser sur le diaphragme du mécanisme. et ça va débrayer. Et Décoller, c'est à ce moment-là décoller le disque. que C'est à tu ce peux moment- effectivement changer ton rapport de boîte. Si François, l'apprenti du jour, a l'air de saisir le fonctionnement de l'embrayage hydraulique, rien de tel qu'une bonne démonstration pour valider le tout. Écoute, on va prendre Le circuit hydraulique, avec la pédale, tu débrayes. Donc, ça me pousse la fourchette, qui, elle, évidemment, avec la butée, décolle le disque d'embrayage. Voilà. Donc là, pendant quelques secondes, tu es en roue libre, tu passes ton rapport, et hop. Et après, au relâchement, avec la poussée, ça veut dire avec la pression du diaphragme, il va repousser la ça se fourchette. passe dans l'autre sens. Voilà. Et là, on embraye. C'est fait. Bon, on commence le montage? Allez, on y va. C'est parti pour cette première installation en équipe avec François qui se charge de la pose de l'émetteur. Bon, alors, hop, on positionne ici avec évidemment la tige côté pédalier, évidemment. J'ai mis le petit jouet en place. Ici, on va huiler Donc, le filetage. tu as tout à fait raison. Voilà. Huile sur le filetage. Voilà. Là, il est nickel. Il y a une petite goutte d'huile qui permet effectivement, ça sera bien lubrifié, donc ça va bien se mettre en place. Voilà, là on est pas mal. Voilà, super. Manu, quant à lui, le raccorde à la pédale d'embrayage. Et voilà. Parfait. Pour une première association, on peut dire que nos deux as de la mécanique se trouvent les yeux fermés. Bon, il n'y a plus qu'à monter la voiture. Et voilà. Et on attaque le récepteur. Allons-y. Rien de tel pour la suite des opérations, avec la dépose du récepteur d'embrayage. On y va. Voilà, nickel. Bon, effectivement, ils n'ont pas tout à fait la même gueule. Ah non. Voilà, ça vaut le coup de changer la pièce. Évidemment, les anciennes pièces sont recyclées, on les balance pas dans la nature. Hein. Là, on a récupéré la tige de l'ancienne récepteur. C'est pas une pièce du jour, ça. Non, 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 non. Donc ça, on peut la récupérer, Ah oui. on la nettoie et on... On va la nettoyer, on va la dégraisser, on va la mettre propre pour le remontage. D'accord. C'est au fond de l'atelier et derrière les deux machines de nettoyage que nos deux gaillards prennent place. Et vu le regard de François, il y a comme une envie de challenge à l'horizon. Manu, challenge. Moi, je fais le nettoyage. Toi, pendant ce temps-là, tu t'occupes des vis. Après une ou deux qui a fini, à gagner le challenge. Prêt à relever le défi. Pour son premier chantier, Manu n'a qu'à bien se tenir face au gamer François. Le duel au sommet entre nos deux spécialistes en nettoyage est sur le point d'être lancé. Alors attention messieurs, prêts? Go! C'est fini. Visiblement, François a terminé de nettoyer la tige d'embrayage et sort grand vainqueur de ce défi. Bah t'as gagné. Comme neuve. Elle est propre. Et toi? Pareil. Ce combat des chefs se termine finalement par un check entre amis. Place maintenant à la pose du récepteur avec un François qui prend les choses en main. Tu sais ce qu'on va faire? On va tout de suite installer le flexible, comme ça on est sûr d'être dans la bonne inclinaison. Là, je le mets direct pour être sûr de visser bien droit. On va pouvoir maintenant le positionner, on serrera après. Hop, c'est parti. Manu reste scotché devant la débauche d'énergie de son apprenti Hop là. Ah bah nickel. et prend le relais pour finaliser la pose du récepteur. Bah voilà, nickel. Bon, bah parfait. Bon, Donc, il n'y a plus qu'à... de mettre en purge, je vais faire la purge. Pour attaquer la purge, la TR5 descend d'un étage. François pose un linge de protection et avant qu'il ne verse le liquide d'embrayage, Manu va lui livrer sa petite astuce. On fait deux petits trous. Un qui sert à verser et l'autre qui est l'appel d'air pour que ça circule et que ça verse tout Et seul. c'est linéaire et t'en mets pas partout. D'accord. Ça, c'est des petites astuces à l'ancienne. Absolument. Voilà. Voilà, vas-y, tu remplis. Pour effectuer la purge d'embrayage, la TR5 remonte d'un étage.
Manu a sorti le matos, reste à savoir comment ça marche. On va mettre cet appareil, alors il va aspirer le liquide du bocal vers la vis de purge. Donc on va essayer d'éliminer le maximum d'air qui est dans le circuit. Les risques qu'il peut avoir si la purge est mal faite. Pédale molle. Pédale qui s'enfonce jusqu'au bout. Et la pédale qui s'enfonce jusqu'au bout. Après cette recommandation, Manu effectue le branchement de l'appareil sur la vis de purge et dessert d'un quart de tour pour pouvoir récupérer le liquide. Nos deux spécialistes redescendent la TR5 pour contrôler le niveau du réservoir d'expansion. Alors, ça dit quoi? Alors, il n'y a presque plus rien. Heureusement, on n'est pas tout au fond parce que là, il a fallu recommencer à zéro. Mais on n'est pas loin. Donc je vais réalimenter. François remet illico du liquide et se met derrière le volant pour finaliser la purge du système d'embrayage. Puis, tel un Shadok, il pompe sur la pédale. Bah on est nickel mon petit François, c'est bon. Il y avait pas mal d'air dedans. Bah ouais. Mission réussie. Grâce au changement d'émetteur-récepteur, l'embrayage de notre rarissime et convoité Triumph TR5 ne devrait pas craquer au moindre changement de vitesse. Allez, ciao. De quoi sonner la fin de journée pour notre duo de choc qui a bien mérité de breaker. Cinquième jour de travaux. C'est un François en mode British style qui sillonne les rues franciliennes. Et pour bien marquer son arrivée, il gare son taxi directement dans le garage. Pas sûr que ça plaise au taulier. Tu vas où avec ça? Bah je m'installe. Bah où? François arrive et se gare dans le garage. J'ai des clients qui peuvent se permettre, mais lui, il rentre comme ça, c'est tapis rouge pour lui. Là, aujourd'hui, il va falloir bosser. On a tout le refroidissement à faire. On n'a pas le temps à perdre. Il faut qu'on l'attaque. Bon, mon François, là, je t'ai détaillé un peu le circuit de refroidissement. Je t'ai fait 2 petites maquettes. Tu verras, c'est super simple. On va commencer par le liquide de refroidissement qui est constitué d'eau, glycol, d'antibullition et de l'antigel. Ah oui, parce que si tu mets de l'eau du robinet, d'abord ça contient du calcaire, donc ça bousille les radiateurs. Et ensuite, bah, évidemment, en hiver, dès que tu es en dessous de 0 degré, ça gèle et tout pète. Ici, tu as la pompe à eau. Ouais. Tu vois que la pompe à eau, tu as un côté de la poulie qui est entraîné par la tourelle d'accessoires. D'accord. Ok. Tu as un axe et de l'autre côté, tu as la turbine. Qui permet de monter l'eau dans le circuit. Et le mettre en pression. Tu as aussi les durites. C'est un peu les artères du circuit. Dedans circule le liquide de refroidissement. Comme tu vois, là, on a une partie radiateur avec le ventilo. Là-dessus, tu as un thermocontact. Il est fixé sur le radiateur. Quand le thermostat il va arriver à une certaine température, à 90 degrés, normalement, il va s'ouvrir. Et là, en fait, avec la pompe à eau, l'eau du moteur va revenir ici pour être refroidie. L'eau rentre d'un côté et ressort de l'autre. Qui fait passerelle, c'est le thermostat. C'est lui qui ouvre et qui ferme. C'est lui qui dit je laisse passer, je laisse pas passer. Voilà. Tant que la température est trop haute, donc je laisse passer. Voilà. La température est trop basse, il ferme. Voilà, tout à fait. Si le fonctionnement du circuit de refroidissement parle à François, rien de tel qu'une démonstration avec l'une des pièces importantes, le thermocontact. Il va prendre la température du liquide de refroidissement qui se trouve dans le radiateur. Voilà. Okay. Et quand l'eau va être trop chaude, il va déclencher le ventilateur. Avec ton petit chalumeau, on va simuler l'eau qui chauffe. Voilà. Voilà. Le circuit de refroidissement qui est dans le radiateur, bah là, il va être refroidi par l'air. Et donc l'eau rentre dans le radiateur chaude, ressort froide, repasse dans le moteur qui lui-même ressort l'eau chaude pour revenir dans le radiateur. Donc c'est un circuit fermé. Tout à fait. Après avoir passé en revue le fonctionnement du thermocontact, place à un autre élément important, le thermostat. Alors le thermostat, la constitution, c'est la même chose. Tu as une petite capsule, dedans, une petite cire. Ouais. Et la petite cire, avec la chaleur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pousser un axe. Elle se dilate. Et elle se dilate, elle va se gonfler dedans. Et à un moment, tu as la soupape qui va s'ouvrir. C'est bon, regarde, elle s'ouvre. Regarde, tu vois, la soupape, elle est complètement ouverte. Tu vois? Une fois le fonctionnement du thermostat abordé, le professeur Manu va montrer à son élève comment il informe le conducteur de la bonne température moteur à contrôler. Pour ça, il a relié une sonde et un manomètre.
La sonde est installée au niveau de la partie haute du thermostat. Elle mesure la température du liquide de refroidissement et envoie les informations directement au manomètre. Démonstration. C'est le même principe. Dans la sonde, qu'est-ce qu'on a? On a une petite cire. Voilà. Ouais. Regarde, bouge. Regarde. Ah, carrément, on voit les... Alors, Ah ouais. c'est marqué froid, normal, danger. Voilà. Ça consiste quoi? Froid, à ton avis? Le matin, quand tu démarres, et que le moteur n'est pas assez chaud. Il faut lui laisser le temps de se mettre en chauffe. Normal. Bah, a priori, comme le nom l'indique, c'est que tout va bien. Alors, normal, il faut avoir une température moyenne entre 75 et 90 degrés. Parce que si on est en dessous, le mélange air et essence ne fait pas correctement. Si on est au-dessus, comme tu vois dans G là, il y a défaillance mécanique. Ça veut dire risque casse moteur. On peut avoir un joint de culasse, c'est une surchauffe. Bon, bah, on a détaillé tout le circuit de refroidissement. Il n'y a plus qu'à le monter en vrai dans la vraie voiture. Après la théorie, place à la pratique. Ça commence par la pose du radiateur. Tu vois, les Anglais, là-dessus, ils ont toujours aimé que ce soit bien serré de partout, là. T'as pas de place pour bosser. Allez François, on arrête de ronchonner. C'est peut-être pas facile d'accès, mais avec Manu, vous avez la French Touch. Et ça, les Anglais ne l'ont pas. On va placer le thermostat. Donc, la partie où il y a la capsule. Côté moteur, il vient comme ça. Voilà, on va mettre le petit chapeau. Très important, le petit chapeau. On va le serrer. Ensuite, on va mettre la durite supérieure. D'accord. Donc, moi, ce que je fais quand c'est du neuf, Un je petit coup de gras. Voilà. Un peu de graisse. Histoire de bien épouser, Tout à fait. étanchéifier et tout va bien. Voilà. Nickel. Allez, zou. Manu enchaîne avec la pose de la durite inférieure. Pour cette opération, il faut passer sous la voiture. Placer la première durite souple et installer la durite rigide. François arrive en renfort et termine l'opération. Ok, alors je vais chercher la dernière durite. Théoriquement, on doit être pile poil. Voilà. Voilà, nickel. Comme tu vois ici, on a le thermostat qui est calibré à 82 degrés. Ouais. C'est indiqué dessus. Donc ça veut dire qu'à 82 degrés précisément, il s'ouvre. Le circuit de refroidissement qui est chaud du moteur va partir en direction Du vers radiateur. le radiateur. Ok. Le thermostat ouvert. Là où il donc va être refroidi grâce au radiateur. Et la durite, celle qu'on vient de finir, la durite inférieure, Remonte l'eau refroidie. refroidie qui est poussée par la pompe à eau. D'accord. Ok. À nouveau dans le moteur pour le refroidir avec une température plus basse. Voilà. Et au fur et à mesure que la température monte, l'eau est à nouveau repoussée par en haut dans le radiateur et ainsi de suite. CQFD François. Maintenant que tout est OK, reste à Manu à bien resserrer la durite inférieure avec son collier de fixation. Et voilà. Nickel. Je te propose, c'est que la prochaine fois qu'on se voit, que tu me ramènes les cylindres blocs, Bah oui, oui, bien sûr. les rotules, Ouais. tout ce qu'on a Toutes commandé. les pièces commandées. Et moi, entre-temps, ce que je vais faire, je vais démonter les trains, les triangles supérieurs Ok. et inférieurs. Je vais les envoyer en époxy. Ça tombe bien parce que là, on rentre dans la période où il y a pas mal de rassemblements de passionnés, notamment de voitures anglaises. Je vais en profiter pour aller prospecter un petit peu si je trouve pas quelques acheteurs. François peut partir rassuré. Les travaux de la TR5 sont entre de bonnes mains. Il va pouvoir partir à la pêche à l'acheteur pour ce véhicule extrêmement rare, estimé à près de 55 000 €. Et pour ça, il a déjà trouvé l'événement idéal. Château de la Trie, dans le département de l'Oise. Si François a choisi ce site majestueux, c'est pour profiter d'un événement incontournable pour tous les passionnés de caisses anglaises. Son nom, Paris to Goodwood. Pour François, c'est the place to be pour dénicher son potentiel acheteur. Salut François, Ça va? bienvenue au château de la Trie. À peine arrivé et sorti de sa mini, notre gentleman annonce la couleur aux deux organisateurs de l'événement. Je suis venu parce que je sais que c'est aujourd'hui le départ pour votre rallye vers l'Angleterre. Ouais, Donc je va me suis dit que c'était l'occasion de venir vous faire un petit coucou. J'arrive trop tard, tout le monde est déjà parti. non, t'as quelques heures d'avance là. Ah, d'avance! Vous allez tous en Angleterre, si j'ai bien compris, c'est ça, pour rejoindre C'est Goodwood. ça, tout à fait. On part avec 25 équipages de collections construits avant 85. Ouais. Et on les emmène pour une semaine. On passe 3 jours en Angleterre pour vivre cette machine à remonter le temps qu'est le Goodwood Revival, un festival
autant dans les airs que sur circuit. Ouais. C'est incroyable. Ah, c'est une des plus belles manifestations en Europe, faut être clair. Donc je me suis dit que c'était la bonne occasion d'abord de vous faire un coucou surprise. Et parce qu'ensuite, moi je suis en train de restaurer une TR5. Et je me suis dit, c'est peut-être là que je vais rencontrer des acheteurs potentiels. Peut-être que dans vos adhérents, il y a des gars qui seraient intéressés par une TR5. Ah, écoute, avec plaisir. En attendant que je finisse les préparatifs, Ouais. je te propose d'aller faire un tour avec mon père D'accord. pour découvrir la Triumph TR3, Ok. qui est la grand-mère de la TR5. C'est exactement ce que j'allais dire. Quel plus bel accueil que celui offert par Charles et son père. Bon, allez cruiser, les gars. Tu me laisses le volant? On est parti. Il est temps de partir à la rencontre de la TR3. À la vue de ce splendide roadster, François tombe en admiration devant sa ligne charmeuse et trépigne d'impatience à l'idée de la conduire. C'est ça qui est génial avec la TR3. Le côté petit roadster, tu vois, on descend dans la voiture. En voyant François au volant, Vincent comprend très vite que cette TR3 lui a tapé dans le cœur. C'est chouette, tu la connais la TR3 Ouais, mais la TR3 pour moi c'est vraiment... on est encore dans l'esprit roadster. En fait, sur la TR4 puis la TR5 et la suite évidemment, on est dans des cabriolets. Là on est encore dans le roadster avec ce côté complètement décapoté. On l'aura bien compris, François est un inconditionnel des roadsters comme cette TR3. C'est pour lui un véritable bonbon de l'automobile. Là on peut mettre carrément la main sur le bitume. quoi. Exactement, C'est, c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est une ouais. vraie voiture plaisir. ouais, on est dans du plus rustique bien sûr que les modèles suivants qui sont entre guillemets embourgeoisés, ce qui est normal. Et moi c'est vrai que je reconnais qu'une TR3 là-dessus, il y a un côté rustique moi que j'adore. Si le côté rustique de la TR3 a de quoi faire vibrer notre expert, les sensations de conduite vont elles aussi renforcer ce plaisir so vintage. Moi, des petites routes comme ça, c'est vrai que c'est hyper agréable pour ce genre de voiture. Parce que là, tu te faufiles, il y a un côté... C'est pas une voiture d'autoroute, c'est Ah une non. voiture Ah ouais, nationale, c'est une voiture qui passe les donanes, les trous, tout, nickel. Bon, en tout cas, les sensations de conduite sont comme je les aime. Ah, puis tu vois, la direction, c'est pas évidemment pas de direction assistée par définition à cette époque-là sur ce type de voiture. Donc, tu fais corps avec ta voiture. Et Il y a les le odeurs. côté, voilà. Il y a tout qui revient. La nature. En voyant la TR3 traverser un tel paysage, on comprend mieux pourquoi Vincent et son fils ont choisi ce parcours pour leur événement. Parce que ta passion pour l'ancienne est venue comment? Alors elle est venue très tardivement, Ouais. grâce à mon fils. Ah bon? Ouais, souvent, c'est c'est l'inverse. assez rare. D'accord. Et moi j'avais toujours des voitures assez derrière nous Ouais, usagées. ouais. Ce qui a déclenché, c'est qu'on a fait ensemble le rallye des Alpes. C'est là que tu t'es aperçu que finalement, la voiture... Il m'a laissé ça- conduire sa MGA. Ok, Cette ambiance de rallye très particulière, d'accord. cette découverte de la nature, ce côté un peu aventure, entre guillemets, ça m'a vraiment intéressé. Si ce collectif de passionnés parle à François, c'est que c'est auprès de ses amoureux d'anglaise qu'il peut tenter de trouver son acheteur potentiel. Ça te plairait pas, toi, d'avoir une TR5 en plus? Alors moi je tiens beaucoup à la TR3 parce que c'est ce côté déhanché ou le côté cassé, justement. Ouais. Le côté un peu aussi grenouille, Ouais. voilà, un peu atypique. La TR5 pour moi elle est trop bourgeoise. En fait avec ces voitures-là, t'es pas forcément sûr d'arriver. Ça, je te confirme. Tu prends un Q3, tu prends une TR5, tu prends des voitures AMG, voilà, un peu plus âgées, moins rustiques. T'as moins d'aventure parce que t'es quasiment sûr d'arriver. Pour ça, merci pour la proposition. Mais... Bon, sur ce coup-là, François n'aura pas réussi à convaincre cet inconditionnel de TR3. Allez, direction le château de la Trie, où l'attend un parterre de mordus de voitures anglaises. Il y a déjà une grosse partie des participants qui sont arrivés. Génial. C'est le vivier idéal pour trouver parmi eux la perle rare. Ah, c'était comment cette balade, François? C'était très très sympa. Je te présente mes amis passionnés. Bah, merci de votre accueil. En fait, je suis venu voir Charles et Vincent parce que j'ai en restauration une TR5. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser, vous, ou des amis, ou je ne sais pas. Si Charles a trouvé quelques profils, il est difficile de savoir si François pourra les convaincre. Et vu le manque d'enthousiasme, c'est pas gagné. On est un passionné d'anglaise, Ouais. mais exigeant. D'accord. Je peux éventuellement le contacter, puis je Ouais. sais pas si c'est toujours d'actualité, mais je peux, Ok. je peux l'appeler. Merveilleux. Ça pourra peut-être se faire. Bon, rien n'est encore fait, mais ça commence à sentir bon pour la vente de sa perle rare, sa Triumph TR5. Bon, bah, Allez, merci beaucoup. On va trinquer. De rien. En attendant, François va lever le coude avec les différents pilotes qui vont prendre le départ dès le lendemain pour un rallye d'exception.
12e jour de travaux. Si François est sur une bonne piste pour trouver son acheteur, Manu, lui, est sur la même vibe. Le chantier de la TR5 avance bien, surtout quand il est seul aux manettes. Bon, François, il y en a qui travaillent aujourd'hui. Il faut qu'on avance sur le train avant, donc contrôler tout ce qui est à remplacer, cylindre bloc, et on va voir si on ne trouve pas d'autres surprises. Alors, sur le train avant, triangle inférieur, triangle supérieur, tu as la biellette avec la rotule qui fait partie de la crémaillère de direction. Et ensuite, au milieu, tu as l'amortisseur avec le ressort. Tout ça, c'est lié à un pivot avec la fusée. Et la fusée, tu as le pneu. Après avoir passé en revue les différents organes du train avant, Manu passe à l'action et sort son pétard mécanique. C'est parti pour le démontage du premier demi-train avant avec la roue, l'étrier de frein, Voilà. l'amortisseur avec son ressort et le triangle inférieur avec la fusée de direction. Faut que je te montre quelque chose. On a bien fait de démonter. Regarde comment c'est pourri, complètement. Donc, à remplacer. Hein. J'attends tes pièces. Donne-moi tes nouvelles, ok? Si Manu insiste tant sur le Silent Block, c'est que c'est une pièce importante pour le train avant. Le Silent Block est une pièce mécanique souple, composée de caoutchouc. Il réduit l'usure et absorbe les vibrations entre deux pièces, ce qui améliore le confort de conduite et la tenue de route. Et vu l'état cramoisi sur notre anglaise, il faut les changer. Manu repart au combat avec la dépose du triangle supérieur, de la biellette et de la rotule. Tel un chirurgien de la mécanique, il pose et range minutieusement chaque pièce sur sa servante. Hop, ça c'est bon. Là c'est bon, c'est nickel. Bon, comme ça on peut attaquer l'autre. À peine le temps de souffler que Manu enquille avec le démontage du deuxième demi-train avant qu'il torpille en 2-2. Après ce dépeçage, l'heure est au bilan. Et vu la tronche des pièces, ça risque de couiner un peu. Bon François, comme tu vois, on vient de finir de déposer les trains avant. Il y a pas mal de pièces à remplacer. Cyan blocs, ils sont usés à mort. On a aussi les amortisseurs. On les remplace. C'est d'office. Les disques qui se trouvent sur le pivot, c'est un élément de sécurité, c'est d'office. On va envoyer les fameux triangles supérieurs et inférieurs en époxy. C'est un genre de traitement qu'on va appliquer sur la pièce pour avoir une durée de vie plus longue et plus résistant. Pour la petite histoire, pourquoi il faut être vraiment méticuleux sur le train avant de la TR5? Parce que en fait, c'était un peu la bête noire de la voiture. Ils ont mis un 6 cylindres, mais le train avant n'était pas préparé pour recevoir la puissance du moteur. Et c'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de faiblesses, beaucoup de problèmes sur le train avant de la TR5. Après, ils sont passés directement à la TR6 avec le train avant plus renforcé, adapté pour le 6 cylindres. C'est pour cela que là-dessus, sur la TR5, il faut être vraiment à cheval dessus. Avec cette donnée technique importante, on comprend mieux pourquoi Manu est soucieux et n'attend qu'une chose, un signe de François. Pour les cylindres blocs, impératif, j'ai besoin de toi. Parce que là, si tu veux que je remonte tout, il faut que tu m'amènes les pièces. C'est urgent. Espérons que François capte bien le message et se bouge. En attendant, Manu passe à un autre focus à checker, le Master Vac. Maintenant, on va s'occuper au niveau partie freinage. Dans cette partie de freinage, il y a un Master Vac. Il faut savoir, mon petit François, que là-dessus, on a une voiture 150 chevaux. Il faut les arrêter, les 150 chevaux. Donc, rien que le fait d'appuyer sur les freins, je pense que ça va pas arrêter le véhicule. Et pour cela, on a un autre Master Vac. En fait, lui, il sert de quoi? C'est un amplificateur de freinage. Pour installer le Master Vac, Manu va le placer à côté du maître cylindre et le relier directement à la pédale de frein. Avec cet élément, le conducteur peut se permettre d'appuyer délicatement sur la pédale et arriver malgré tout à arrêter le véhicule. Sans cette pièce, il faudrait appuyer 2 à 3 fois plus fort sur la pédale. Manu, j'ai un colis pour toi. Ouais. À te remettre en main propre.
C'est de la part d'un certain François. Oh! Avec l'arrivée de ce nouveau colis Made in François, Manu craint le pire. Faut dire que la dernière fois, la surprise avait fait pchit. Oh, super. Bah, ils m'ont envoyé mes fameux cylindres log. Bah, comme ça, je vais pouvoir avancer. Pour une fois, il a assuré. Bah, c'est une bonne chose. Déjà, on peut avancer sur la voiture. Ah, c'est bien. Bah, de la part de François, franchement, là, ça m'épate. Avec ces pièces tant attendues, Manu est refait. Il pourra les changer un peu plus tard. Pour l'heure, il repart à l'attaque avec un petit message qui, cette fois-ci, est beaucoup plus chill. Bon, comme tu vois, dans les mains, j'ai un mètre cylindre. Dedans, tu as 2 pistons. En fait, tu as 2 sorties, comme tu vois là. Un côté pour l'arrière et un côté pour l'avant. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est simple. On va appuyer sur la pédale de frein. On va pousser un piston à l'intérieur qui va exercer une pression. Et cette pression va pousser le liquide de frein. Ensuite, qui va être distribué partie arrière, partie avant. Comme tu as des disques et plaquettes à l'avant, ça demande une pression énorme. Donc, le Master Drag va amplifier une puissance pour déplacer le piston, pour envoyer la pression sur le circuit. Donc, bah, il n'y a plus qu'à remonter. Hein. Manu ressort le bleu de chauffe et pose le maître cylindre sous le réservoir du liquide de frein, à proximité immédiate du Master Vac. Cette opération conclut la journée de travaux de notre expert. Il est temps de faire le bilan et de baisser pavillon. J'ai bien reçu mon colis, hein, les cylindres blocs. Ok, bah comme ça je vais pouvoir finir avec les triangles. Je vais les envoyer à l'époxy. Je vais pouvoir remonter mes amortisseurs. Ensuite, si tu peux, j'aurai besoin de toi pour la capote. Et qu'on voit aussi pour le problème de l'injection. Pour voir si tout se passe bien, si on n'a pas un souci là-dessus. Et j'espère te revoir pour la prochaine, d'accord ? Si François a marqué des points en envoyant les pièces manquantes au puzzle de la TR5, il va falloir qu'il rapplique très vite au garage et surtout qu'il mette les bouchées doubles. « 25e jour de travaux, c'est l'effervescence dans l'atelier de Manu. Aujourd'hui, il a recruté un renfort de poids qui risque de plaire à celui qui a brillé par son absence. Oh, mon François! Monsieur Manu, comment ça va? Comment tu vas? Ça va? Bah, je te présente Florence. Florence, c'est la fée de la sellerie. Formée au métier de sellier harnacheur, elle a commencé par remplir des missions auprès de sociétés comme responsable d'atelier et formatrice en France et à l'international. Très vite, elle a créé sa propre entreprise et c'est à son compte qu'elle apporte son expertise. C'est sur notre TR5 qu'elle va montrer tout son talent. Mais avant, Manu tient à savoir si le petit périple de François a porté ses fruits. Je veux dire que je ne suis pas allé pour rien parce que j'ai trouvé quelqu'un qui a une très bonne relation qui, à mon avis, va mordre à l'hameçon. Tu es en train de me dire que tu as trouvé quelqu'un? J'ai peut-être trouvé quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Tu étais là-bas. Voilà. Je me suis occupé du train avant. J'ai récupéré les pièces à l'époxy. J'espère bien. Pour donner une seconde jeunesse au triangle supérieur et inférieur, Manu les a envoyés chez son prestataire. Au programme, sablage, et application d'époxy. L'époxy, c'est une peinture en poudre qui, quand elle chauffe, s'infuse dans le métal. C'est 20 fois plus résistant qu'une peinture classique. Notre spécialiste a ensuite cravaché sévère avec le remontage complet des trains avant. François peut maintenant se rincer les mirettes devant ce travail d'orfèvre. Triangle supérieur, triangle inférieur. Nickel. Et les cylindres blocs sont tout neufs. Les rotules, les caoutchoucs, Ouais. même au niveau de la rotule de direction, ça a été remplacé. D'accord. Les amortisseurs, comme tu vois, c'est du tout neuf. Les freins, les disques ont été remontés, les roulements aussi. Par contre, comme tu vois, j'ai pas reçu les étriers. T'as pas reçu les étriers? Non. Non plus aussi les pneus. Si Manu la mauvaise, c'est que François n'a pas envoyé toutes les pièces pour finaliser les travaux mécaniques. En attendant, le temps presse. Florence poireaute depuis un bout de temps pour le montage de la nouvelle capote qu'elle a confectionnée. Avant de la poser, on va déjà démonter le sellier en place. Donc pour ça, il faudrait que tu descendes le pont.
Il est temps de descendre la TR5 pour passer au démontage de la capote en mauvais état. Là, on a les pressions, elles sont rivetées, donc ça, il va falloir percer, faire sauter les rivets. Et ensuite, on a une fixation. Les garnir par le haut. Voilà. Et donc, en haut, on a, comme on peut le voir, un joint qui a l'air en bon état et qu'on va récupérer. Et ainsi que les fixations, effectivement. Le rail dans lequel on introduit le joint, qui lui aussi est rifté. Il est assez propre et donc on va récupérer le joint et ses rails. Après ce brief complet, la Dream Team entre en action. À l'aide d'une dévisseuse, François dérivette la capote de la carrosserie. C'est tout bon. Le rail et le joint de la capote qui sont en bon état. Voilà. Et voilà. Parfait. On a nos 3 pièces. Nickel. Donc les 3 pièces qu'on a pu conserver et on les a démontées sans les abîmer. Donc ça, c'est gagné. Les sangles sont en état. Sont en bon état. Déjà, ça fait ça de moins à changer. On a les velcros sur les côtés qui permettent de rabattre la capote pour qu'elle ferme bien, qui sont tout en bon état. Ok, nickel. Il nous reste les petites pointes de rivet qu'il faut virer. Et le nettoyage, tu vois, de tout l'avant pour enlever la colle. Tu mets quoi, un petit coup de dissolvant? Ouais, on va passer un bon coup de dissolvant dessus. Là, il nous reste à déboulonner la traverse. Ok. Pour déboulonner la traverse, c'est un peu la tanasse. Pour ça, il faut enlever la garniture et les écrous. Bien collé, hein. Voilà, ouais. Bon, on la balance? Allez hop. Ah non, attendez. On en a besoin parce qu'il faut qu'on fasse nos repérages pour les pressions. Avec Florence, rien ne se jette, bien au contraire, tout se récupère. Manu prend les devants avec la dépose des pointes de rivet. Il enlève l'ancienne colle au dissolvant et retire la traverse. Florence prend la relève avec ses mains expertes en mettant les repères de pression. Ok. Et place la traverse dans la nouvelle capote. Alors, ça dit quoi? On a l'air bon. Ouais, si. On a l'air bien centré. Alors là, on va pointer par l'intérieur l'endroit où on va percer les trous avec la pince. Grâce à cette pince, François perce des trous. Hop, ça y est. Ah, super. Nickel. Et place les boutons de pression. Hop. Hop. Une fois l'opération terminée, Florence passe les sangles, fixe les boulons, rabat la capote vers l'avant, puis en colle à l'aide d'un spray le devant de la casquette. Là, normalement, on est bien placé. On la redescend. Hop. Voilà. Ouais, là, il est pas si mal, là. Hein. Ah ouais. Donc là, maintenant, on va l'ouvrir complètement. Ouais. Et on va pouvoir attaquer nos petits rivets, remettre le rail et le joint caoutchouc. Ça marche. C'est parti pour cette dernière ligne droite avec encollage au spray, pose des rivets, des rails, des joints caoutchouc et des boutons de pression. Voilà. Alors voilà, avec le ton, elle va bien se placer, elle va bien se faire. Le vinyle va prendre sa forme. Donc là, il vaut mieux la laisser comme ça, tendue un petit moment, histoire qu'elle se positionne. La laisser quelques jours en position, effectivement, pour que le vinyle se fasse. D'accord. Et qu'il prenne bien la forme de l'arceau. Et après, on pourra commencer à l'ouvrir. Bon, bah, très bien. Ah, attends, bouge pas, j'ai un appel. Ah! Eh ben, comme quoi, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. J'ai un texto du gars que j'ai chauffé pour avoir peut-être un acheteur potentiel. Son ami qui s'intéresse à la TR5 sera à Paris lundi. Ça veut dire en clair qu'il te reste 4 jours. 4 jours pour finir. Ouais, c'est un peu chaud, je sais. Non. 4 jours pour finir ça. T'as vu le travail qu'il y a encore à faire? 4 jours pour finir ça? Je dis, c'est pas possible. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas la petite pétouille. Et là, il fallait qu'il me sorte la pétouille. Voilà. Bah, merci François. Comme d'habitude, je vais me débrouiller tout seul. Avec ce délai ric-rac, Manu décide de se la jouer solo et passe en mode commando. Cette histoire d'injection le stresse. Il veut la régler dès maintenant. C'est donc seul et en nocturne qu'il va gérer les tout derniers focus. À commencer par la vérification des injections. Bon, François, on arrive au moment crucial. On va checker toute la partie injection. En fait, tu sais qu'est-ce que c'est une injection?
Le moteur de la TR5 est alimenté par une injection Lucas. Comment fonctionne cette injection? Le carburant est aspiré du réservoir par une pompe à essence électrique qui va la refouler à une pression constante d'environ 7,5 bars vers le doseur. Le doseur, entraîné par le moteur, va distribuer le carburant à chaque injecteur à un moment précis, tout en dosant la quantité optimum de carburant à injecter en amont des soupapes d'admission. Ce dosage est réalisé en fonction de la pression dans la tubulure d'admission afin d'adapter l'apport de carburant aux conditions de fonctionnement du moteur. Ce système d'injection, avec un injecteur par cylindre, permet ainsi d'obtenir de meilleures performances du moteur 6 cylindres de la TR5 avec un meilleur fonctionnement à bas régime et de meilleures accélérations tout en limitant la consommation. Je fais tous les contrôles avant de démarrer la voiture, niveau d'huile, liquide de refroidissement, je viens de brancher la batterie, il n'y a plus qu'un. Hein? Ça y est, c'est l'heure de vérité. Il est temps maintenant de vérifier si l'injection de notre TR5 est en bon état de marche. Pour ça, Manu a une technique bien à lui. Approcher son oreille aiguisée et écouter le son de l'injection. Alors, verdict? Bon, mon François, bonne nouvelle, écoute, elle tourne comme une horloge. Regarde. Écoute, c'est une bonne nouvelle. Au moins, côté injection, je suis rassuré. Pour aujourd'hui, ça me suffit, ok? Allez, ciao. Si la restauration de la TR5 est sur le point de s'achever, Manu doit encore mettre les bouchées doubles pour livrer cette anglaise dans 4 jours. Allez Manu, on croise les doigts. Bonne chance. Quatre jours plus tard, Garancière dans les Yvelines, c'est au château du Breuil que Manu a rapatrié son joyau de l'automobile. Après plusieurs heures passées au chevet de la TR5, il apporte la toute dernière touche en attendant l'arrivée de François. Bon alors Manu, comment ça va? T'as trouvé facilement? Ah bah je l'ai trouvé, oui, facilement et C'est mignon. chouette, hein? Ouais, écoute, c'est un très bel endroit. Et en plus, le propriétaire, qui est un ami, est aussi collectionneur. Donc tu vois, ça tombe plutôt pas mal. Bon, moi de mon côté, j'ai amené un petit gadget très important. Ah oui. Tu sais, je trouve que tous les collectionneurs devraient avoir ça dans leur voiture. Tout à fait. Parce que le jour où tu as un pépin, tu es bien content. Je peux te dire que ça fera aussi plaisir à l'acheteur. Avec cette belle attention, François a de quoi bien préparer le terrain avant l'arrivée de son potentiel acheteur. En attendant, Manu tient à faire un point sur cette fin de chantier qui a été, comment dire, plutôt sport. Bon, t'as vu que c'était court depuis la dernière fois qu'on... Ah oui, je sais, Manu, Ouais, mais ouais, tu sais... ouais. Ça m'a pris du temps. Du temps, Manu en a passé. Il était même chauffé à bloc pour cette toute dernière ligne droite, avec le remontage des étriers de frein, comprenant plaquettes et goupilles. Voilà. Purge des freins à l'aide d'une pompe à dépression. Et pose des pneus. Après tout ce travail, Manu n'espère qu'une chose, qu'il n'ait pas fait tout ça pour rien. J'espère que tu as un acheteur. J'ai un acheteur et en plus, je crois avoir compris qu'il vient avec ses amis et qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Ah, en plus. Donc ça tombe plutôt pas mal. Bon, l'avantage, c'est qu'ils sont tous branchés par les voitures anglaises, donc il n'y a que de la voiture anglaise. En parlant du loup, c'est une meute de voitures anglaises qui arrive dans ce splendide parc boisé pour le plus grand plaisir de nos deux amateurs de caisse, So British. TR5. C'est le modèle juste avant celle que je t'ai confiée. Ah, une Elvis. Ça, c'est chouette, une Elvis. C'est clair qu'avec cette myriade de voitures de prestige, François a de quoi transformer sa vente en un grand rassemblement de collectionneurs. Mais en voyant son acheteur potentiel, il se reconcentre vite sur son objectif. Salut Xavier. Salut François, Ça va très bien et toi? D'abord, je te présente Manu qui a restauré la voiture. Bonjour Manu. Et je suis très étonné parce qu'en fait, je ne savais pas que tu te déplaçais en meute quand tu viens voir une voiture. Si on est nombreux aujourd'hui, c'est Ouais. que c'est mon anniversaire et mes potes m'ont fait une surprise. On savait qu'il y avait une jolie voiture à voir et Ouais. on dit allez, on t'y emmène D'accord. et puis tu vas découvrir la voiture.
si François a pour habitude de convaincre un acheteur, là, il se retrouve face à une bande de potes qu'il va falloir convaincre. Pour lui venir en aide, Manu entre en scène pour expliquer ce qui a été fait sur la TR5. La capote est toute neuve, on l'a remplacée, les pneus, circuit freinage. Toute la partie sécu a été refaite. Ouais, a été refaite. Le train avant, cylindre bloc, tout. Voilà. Les fondamentaux sont là. Ouais. Les fondamentaux, amortisseurs. On peut peut-être lui ouvrir le capot pour lui montrer, si je peux me permettre. Avec plaisir. Voilà. En ouvrant le capot moteur, notre duo décide de monter en gamme et de claquer la rétine de cet acheteur potentiel. Toute la partie refroidissement, radiateur, pareil. On n'a pas hésité, on a tout remplacé, les durites. Je vais même filer un coup de main, j'imagine. T'as vérifié derrière? Ouais. Il y a eu aussi la partie allumage, vis platiné, tout ça qui a été remplacé. Elle a gardé son allumage d'origine. Oui, on l'a pas mis en électronique, non. On l'a démarré, on a fait une remise en route, on a tout checké au niveau de l'injection. Recalé. Nickel, franchement nickel. Avec ce check-up mécanique complet, Xavier a de quoi être séduit. Reste à savoir si ce sera suffisant pour susciter un début d'intérêt pour cette Triumph. Non, elle est très belle. Franchement, elle est très belle. Je vois qu'il y a du beau boulot. Non, il y a un vrai travail. Mais là, tu vois, on la voit toute fermée. C'est une voiture qu'on conduit casquette au vent. Ah, je suis totalement d'accord. Tu voudrais pas me décapoter? Je te vois venir. Xavier a raison. Quoi de plus beau et d'élégant qu'un roadster anglais décapoté? Y a pas à dire, messieurs, on a affaire à un vrai puriste. Ça commence à sentir bon. Ah, c'est magnifique. C'est chouette. Ah ouais, non, c'est vraiment toute une ambiance. La ronce, le bois, le cuir, non, c'est vraiment très joli. C'est vraiment très élégant, en fait. Écoute, on te laisse la regarder avec Manu, prends ton temps, savoure, regarde-la de près. Xavier passe au peigne fin la TR5. Chaque recoin est soigneusement scruté. Carrosserie, capote, habitacle. Bref, un vrai scanner. Bon, comment tu le sens alors? Je le sens bien partir. Il faut le convaincre. Bien sûr, on n'achète pas une voiture comme ça sur un coup de tête, évidemment. Mais, je pense que ça peut faire tilt. Bon, en plus, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Si ce conciliabule montre quelques signes d'encouragement pour la vente, Xavier prend encore son temps sous le regard de toute sa garde rapprochée. Bon, alors, elle te plaît? Ah, elle est très belle. François l'a bien compris, Xavier est séduit par cette TR5. C'est le moment idéal pour aborder le sujet fatidique, la négociation. Le prénoncé, c'est 55. Maintenant, tu as le droit de me faire une proposition. Mon budget, c'est en dessous de 50 000. Ah ouais? Je te propose 46 000. Ah non, 46, on est trop loin, je peux pas. Là, il y a quand même eu 14 000 euros de réinvestis dedans. Je t'avoue que je peux pas. Non, je comprends. Je peux pas perdre d'argent. Je peux ne pas ou très peu en gagner, mais je peux pas perdre de l'argent, ça c'est pas possible. Si jusqu'ici l'ambiance était au beau fixe, il y a comme un silence un peu gênant qui plane. Il faut que François fasse un effort, sinon sa vente risque de tourner au vinaigre. Moi je vais faire un effort de mon côté, je veux bien... Allez, 53. François, moi j'ai vraiment un budget limite. Mais je t'en propose 49, je peux vraiment pas aller au-dessus. Je pourrais vraiment pas aller au-dessus. Les 49 000 euros proposés glacent le sang de François. Notre expert en espérait 55 000. Mais il sait que trouver un acheteur, ce n'est pas chose facile pour des sommes aussi élevées. Pour éviter de perdre sa vente, il va tenter une ultime proposition. Bon, mon dernier prix, parce que vraiment après ça va être compliqué, c'est 51. C'est chaud. Ça marche pas, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. J'avais vraiment budgété 49 et je suis vraiment... Franchement, j'y arriverai pas. Incroyable. François vient de perdre sa vente et Xavier voit la TR5 lui passer sous le nez le jour de son anniversaire. De quoi faire bouger ses potes qui tentent de comprendre le schmilblick. Qu'est-ce qui se passe là? Explique-nous. C'est son anniversaire. Bah je sais. Non, mais on n'est pas tombé d'accord sur le prix, on n'est pas loin, mais on n'est pas tombé d'accord quoi. Puis il manque 2000. En voyant la mine déconfite de Xavier, ses potes décident de se réunir pour trouver LA solution. On voudrait quand même faire un geste pour que Xavier ait son cadeau d'anniversaire aujourd'hui. Ah. Donc on va, nos amis, tes amis, compléter ce qui reste. Non. Ce qui veut dire que en fait... Sérieux? La voiture était... Je vais dire, Allez,
Joyeux anniversaire. C'est sur ce joyeux rebondissement que Xavier peut repartir avec la Triumph TR5. François sort vainqueur de cette vente, puisqu'il se dégage un joli bénéfice de 3 000 € pour une prochaine restauration. Quant à Manu, il a réalisé un travail exemplaire, celui de retaper dans les règles de l'art une grande dame du patrimoine automobile anglo-saxon.